Dernier tour de table de ce dimanche assez politique. L'actualité hors de nos frontières, c'est bien sûr sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, tout d'abord, nous irons en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara semble toujours tenir les rênes du pouvoir à l'approche de la présidentielle de 2025. Certains parlent de stabilité, d'autres d'un pouvoir trop longtemps concentré. Alassane Ouattara, un leader encore nécessaire pour la Côte d'Ivoire, nous allons en parler. Et ensuite, sur le plan international, le climat s'invite au prétoire. La Cour internationale de justice a été saisie pour rendre un avis consultatif sur la responsabilité des États dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un avis de la CIG peut-il vraiment forcer les États à agir? On aura le regard croisé de nos invités sur ce plateau. Et déjà, je m'en vais saluer à ma droite Martial Akwete. Martial Akwete, bonjour. Bonjour Maël et bonjour à nos téléspectateurs. Un bail déjà. Ah oui, ça fait suffisant. En face de vous, Rodolphe Ataï, qui est juriste, analyste géopolitique et juriste. Bonjour à vous. Bonjour Madame Maël. Bonjour à mon confrère à côté. Ça fait un bail. Bonjour à nos téléspectateurs. Alors, je reviens à vous, Martial Akwete, pour la première question. Alassane Ouattara est-il aujourd'hui irremplaçable dans le paysage politique ivoirien? Aujourd'hui, il faut déjà commencer à dire que nul n'est irremplaçable, quel que soit le système dans lequel on se retrouve. La bonne preuve est que quand quelqu'un part, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. Et la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que Ouattara est indispensable au système? Certainement pas. Mais est-ce que celui-ci doit devoir répondre au système en se présentant encore comme candidat? C'est là la véritable question. Rien ne l'empêche du point de vue juridique, mais pour des considérations sociales et une mémoire de la Côte d'Ivoire, il est certain que cette candidature, cette nouvelle candidature va certainement poser des problèmes déjà dans l'organisation de l'élection et les contestations qui vont suivre. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le président Ouattara est un membre très important du système du RHDP et parfois ce n'est pas avec volonté du chef de l'État plutôt que celui-ci est tenu de se présenter. Mais quand vous êtes vous avez bâti un système tellement solide et enraciné, parfois vous-même vous devenez esclave de ce système. Ce système est obligé de vous maintenir. Et c'est ce que l'on semble observer au niveau du président Alassane Ouattara, qui certainement, en ne se présentant pas aux élections, met en difficulté tout le parti pour le reste pour l'avenir même du parti en République de Côte d'Ivoire. Et donc, il se voit contraint par ce parti à pouvoir se présenter. Une contrainte dont on va y revenir plus profondément. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce qu'il a annoncé tantôt? On va certainement y revenir. Certainement. Alors, Rodolphe Ataï, quelle place occupe Alassane Ouattara encore dans la scène politique malgré cette déclaration passée de retrait? Alors, je pense d'abord que il faut apprécier sa position, donc puisque vous parlez de la place, sa position du point de vue juridique, pour moi, et ensuite du point de vue social. Alors, du point de vue juridique, pour avoir, je veux dire, contredit ses propres déclarations antérieures, dans un premier temps, il faut le rappeler, le président déclarait que certainement pour des raisons de santé, il ne se présentera pas. Mais nous avons suivi
tout le monde a suivi. Donc, son avis, désormais, sa déclaration de candidature, après de mûres réflexions, donc des réflexions profondes, le président a décidé, et sur sa ferme conviction, et en toute conscience, disait donc le président, il a décidé donc de se présenter. Alors, pour nous autres juristes, j'ai l'habitude de dire que, mis à part, sinon en dehors de toute contestation populaire, politique, des uns et des autres, quand vous questionnez un juriste, il est obligé de questionner les lois, les normes, la constitution. Et sur cette base, c'est vrai que des contradictions, sinon des interprétations contraires, existent au sujet de sa présentation, pour, il faut le rappeler, un 4e mandat. Donc, je pense un second mandat vis-à-vis donc de la nouvelle constitution révisée, adoptée en Côte d'Ivoire. Et donc, s'il peut se présenter au regard de la constitution révisée, du point de vue juridique, moi je dirais il n'y a aucun obstacle juridique vis-à-vis de sa présentation. Maintenant, attention, il faut essayer de jeter un coup d'œil du volet social. Du point de vue social, comme j'ai l'habitude de le dire fréquemment, il faut éviter souvent de trop juger quand on est loin et essayer de questionner le peuple. Est-ce que la population ivoirienne est d'accord avec cette déclaration de candidature? Les réactions sont assez mitigées. Justement, mais vous savez, je suis d'accord que les réactions sont mitigées. Et c'est d'ailleurs là que je rejoins mon confrère à côté ici, qui estime que parfois on se retrouve contraint par son parti. Je suis d'accord, mais en même temps, je pense que c'est justement le problème que nous avons dans nos États en Afrique. C'est parce que les partis ne sont pas des partis d'idées, mais des partis de tête. Je vais expliquer que généralement chez nous, on se retrouve à contraindre un leader qui techniquement a fini, qui peut-être volontairement décide de partir, mais parce qu'on estime que si la tête tombe, on a la loi du leader de se retirer. Justement, et il faut le dire que moi je fais partie personnellement des jeunes qui croient qu'il faut combattre ce système-là, un système où on croit, c'est-à-dire le leader reflète le parti, au lieu que c'est le parti qui crée le leader. J'ai l'habitude de dire que le système partisan devait permettre à ce que ce soit le parti qui, sur la base de ses idéologies, sur la base de son orientation, de son but, de sa mission, puisse créer en réalité, au fait, des leaders. Mais chez nous, généralement, ce qu'on retrouve, c'est que le parti, c'est la tête, donc le leader qui crée le parti. Et donc, la disparition du leader risque d'entraîner la disparition du parti. Donc, si il est toujours important, du point de vue de sa présence, je pense que 4e mandat, pour moi, c'en est de trop. Même si la Constitution y permettait, le président pourrait, à mon humble avis, faire autrement. Merci à vous. Alors, Martial Akwete, Rodolphe Ataï évoquait tout à l'heure le volet social. Alors, la longévité au pouvoir de Alassane Ouattara traduit-elle une stabilité ou une résistance au changement, plus profondément? Est-ce qu'il s'agit d'une question de résistance au changement? Non, pas vraiment. Il faut déjà commencer à comprendre que le fait qu'il soit là et qu'il continue de gérer les affaires à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire est le fruit de plusieurs concertations et le fruit de plusieurs tractations, allant des tractations juridiques jusqu'aux tractations sociales politiques, parce que il avait déjà déclaré que celui-ci ne se représenterait pas, mais nous avons vu la situation qui s'est produite et qui le mettait dans une posture où celui-ci était tenu de se représenter pour sauver le parti, pour assurer la présence du parti dans le jeu politique. Ça, c'est une première situation. Nous avons vu également des tractations qui ont été faites du point de vue juridique au niveau de la Constitution. Rien n'a pu empêcher que cela ait lieu. Donc, le débat ne va plus avoir lieu à ce niveau. Maintenant, nous nous retrouvons dans une nouvelle république où celui-ci a la possibilité de faire
un second mandat pour finir. Est-ce que cette candidature est gage de stabilité pour la Côte d'Ivoire? La réponse, elle est non. Parce que aujourd'hui, le climat politique ivoirien semble laisser paraître une certaine exclusion quand nous voyons les personnes qui sont en course. Nous nous rendons compte que ce qui s'est passé en 2010, où les leaders politiques de 2010, Ouattara, Charles Blé Goudé et tout le reste, Guillaume Soro, toutes ces personnes sont des acteurs, des figures majeures de la scène politique ivoirienne qui doivent se retrouver d'une manière ou d'une autre nécessairement lié au processus en cours pour que l'on puisse observer une certaine stabilité en Côte d'Ivoire. Mais quand vous observez aujourd'hui ces différents partis, je veux dire le président Laurent Gbagbo n'est techniquement pas dans la course et tous les autres semblent être exclus. Le dernier sur qui on portait l'espoir, Tidjane Thiam également s'est vu, compte tenu d'une certaine interprétation de la loi, s'est vu recalé. Et aujourd'hui, le président Ouattara se retrouve seul face à lui-même. Et la question est de savoir est-ce que les autres vont se laisser faire. Et quand nous voyons l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça ne s'est jamais produit de la sorte. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur, c'est que la Côte d'Ivoire elle-même est en froid avec ses voisins. Le Burkina Faso, le Niger. Et quand on est dans ce genre de situation, il est souvent facile d'observer une certaine déstabilisation à l'intérieur, puisqu'il y a de fortes probabilités que les opposants se retrouvent alliés face à des voisins avec qui vous ne vous entendez pas pour vous causer suffisamment de difficultés. Et dans tout cet ensemble, ce sont les Ivoiriens qui font les frais. Et en dehors de ce Est-ce que ce n'est pas plutôt, par exemple, un manque d'alternatives solides de l'opposition? Non, est-ce que c'est un manque d'alternatives solides de l'opposition? Il est vrai que les oppositions en Afrique n'ont pas toujours été solidaires comme cela devait être le cas pour obliger le parti au pouvoir a vraiment cédé. Mais aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est que les opposants concernés sont dans de différentes situations qui ne les amènent forcément pas à collaborer. Quand nous voyons le cas Gbagbo, ce n'est pas le même cas, Tidjane Thiam, et ses opposants n'ont pas la même vision de la gestion de la chose politique. Donc, il y a déjà cette fracture-là qui fait que, techniquement, les partis d'opposition ne peuvent pas concrètement former un front unique. Et c'est de là que part l'autre situation qui ne leur est pas forcément favorable et qui rend aujourd'hui le déroulement des prochaines élections en Côte d'Ivoire qui présage vraiment des situations chrysogènes s'il n'y a pas de concertation vraiment sérieuse pour régler la situation. Merci à vous. Alors, Rodolphe Ataï, un leader encore nécessaire pour la Côte d'Ivoire? Je pense, en tout cas, à mon humble avis, la réponse est non. Nécessaire, je pense que non. Mais est-ce qu'il est utile? Je pense que oui. Utile en ce sens que? Je vais expliquer, si vous permettez, puisque j'ai quand même suivi le développement de mon confrère. Et justement, je partage ses points de vue. La première des choses que je pense, c'est que pour une meilleure élection, pour une élection où nous sommes dans un but d'éviter les troubles internes, donc les conflits électoraux internes, il faut souvent, généralement, que l'élection soit inclusive. Et justement, que personne ne soit exclu. Or, vous savez, à l'heure où nous parlons, aucun opposant ne figure, je parle d'opposant sérieux, figure emblématique de l'opposition, tout le monde est écarté. Or, pas plus tard ce matin, je lisais que le Conseil des droits de l'homme a ordonné à la Côte d'Ivoire, donc a recommandé justement
à la Côte d'Ivoire de respecter les droits politiques de M. Tidiane Tian, mais il demandait au fait également à ce conseil-là d'obliger au fait de contraindre la Côte d'Ivoire à accepter sa candidature pour les élections. Mais le conseil, en procédure d'urgence, bien sûr, le conseil justement n'a pas accepté cette proposition. Quand on voit ça, on se dit, est-ce que ces leaders vont rester les bras croisés? Puisque justement, c'est là la question. Mais ce que je pense, puisque quand vous êtes quelqu'un qui prône la paix, il faut souvent dire qu'il faut faire attention. Puisque comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, le contexte géopolitique actuel des relations entre la Côte d'Ivoire et certains de ses voisins, donc laisse quand même apparaître un certain nombre de failles qu'il faudrait vraiment faire attention, sinon il peut y avoir facilement, au fait, la situation pourrait dégénérer. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaie d'aller au consensus. L'autre chose, moi, je pense quand même que l'opposition n'est pas obligée de former un blocus ou un bloc ensemble avant d'aller aux élections. Pourquoi je le dis? Parce qu'en Afrique, nous avons trop l'habitude du compromis. Nous avons trop l'habitude du compromis, et ce compromis qui généralement amène plusieurs personnes, peut-être d'opinion ou d'idées différentes, à se retrouver coincés ensemble dans un même blocus. Et généralement, qu'est-ce qu'on observe? C'est que ce blocus ne dure pas. Or que lorsque vous êtes ensemble dans avec les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et tout, la même mission, vous verrez donc que votre alliance pourrait durer. Or, justement, c'est ce qui nous manque, la durabilité des alliances. Donc, je pense que sa candidature déjà déclarée, bon, ne serait pas, ou sinon ne devait pas être nécessaire, parce que je vous ai toujours dit, pour moi, en tout cas en ma qualité de juriste, que j'ai l'habitude de dire, le gage d'une bonne gouvernance, c'est l'alternance au pouvoir. Quand il n'y a pas l'alternance, pour ma part, quelle que soit la raison ou les circonstances qui justifient, en l'instance de 10 ans, pour moi, il faut l'alternance. Sauf, je dis bien sauf, circonstances très exceptionnelles. À défaut, sinon à son absence. L'analyse géopolitique dit quoi? La transition, bon, question thématique déjà très vite avant de faire la transition vers le second sujet. Alassane Ouattara, toujours un leader nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Ouattara a fait un travail impressionnant au niveau économique et même au même politique pour la Côte d'Ivoire. Il a eu le temps de construire vraiment une Côte d'Ivoire, et tout ceci est un avantage, ce sont des avantages qu'il doit préserver. Aujourd'hui, c'est là que se situe vraiment le fait qu'il soit, il est indispensable au système. Mais est-ce qu'il doit être indispensable au système en étant candidat encore aux élections qui viennent? Et c'est là que toute la question se situe. Et aujourd'hui, le président doit pouvoir avoir le souci de préserver tout ce qu'il a pu obtenir comme gain dans le cadre de sa gouvernance, parce que tout cela est menacé quand nous observons le début du processus électoral qui commence, et sa candidature même à ce processus électoral va venir remettre en cause tout ce qui a été fait, parce que quand le pays va se retrouver en situation de crise, on se rend compte qu'il y a suffisamment de destruction. La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas forcément la question de l'alternance. Je l'ai toujours dit, l'alternance n'est pas le réel problème. Si il n'y a pas alternance et que les peuples sont disposés à accepter cet état de choses, le problème ne se pose pas. Mais c'est quand les acteurs majeurs qui sont en mesure d'influencer la politique se retrouvent dans une posture où ils doivent combattre
l'alternance, ils doivent combattre le fait qu'un chef d'État soit là de façon assez permanente. C'est là que le problème se pose. Quand nous prenons le cas du Cameroun, vous voyez, le président camerounais entend se présenter encore pour les prochaines élections, mais le problème ne se pose pas concrètement au niveau des Camerounais. Et vous allez entendre récemment, quand le chef de l'État béninois a eu un entretien avec les jeunes de l'opposition, il disait quelque chose de très important, que personne n'allait l'attacher au fauteuil présidentiel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient de ces genres de réalités où le chef de l'État lui-même, contre sa volonté et par la force, la contrainte du parti, des personnes qui l'entourent, est obligé de se retrouver dans une posture que l'on ne comprend forcément pas quand on est là. Donc c'est cette situation que nous allons inviter. Je pense que le président Ouattara, une fois qu'il a déclaré sa candidature, c'est déjà fait. Maintenant, c'est de trouver les mécanismes nécessaires pour que la situation ne dégénère pas. Et là, il y a de très faibles probabilités que les élections se déroulent de façon pacifique en Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Ouattara, un leader toujours nécessaire pour la Côte d'Ivoire, oui et non, de part et d'autre. On va poursuivre cette émission. Et là, je me tourne vers vous, Rodolphe Ataï. Le climat et justice internationale, un avis de la CIG, peut-il forcer les États à agir? Alors, ma question pour vous en tant que juriste, quel est le rôle de la CIG dans la lutte contre le changement climatique, concrètement là? Alors, cette question est une question assez pointue du point de vue du droit. Alors, la première des choses, il faut quand même noter que la CIJ, la Cour internationale de justice, fait partie des 6 organes principaux des Nations Unies, de l'ONU, et justement qui a une fonction juridictionnelle. Alors, principalement, connaître des différends, c'est son rôle, mais également donner des avis. Donc, d'où donc l'avis consultatif de la Cour dont il est question ici. Alors, oui, cet avis de la Cour peut contraindre les États à agir en ce sens que il existe une panoplie, sinon un gros lot de conventions internationales qui protègent l'environnement, le climat, contre justement en vue de protéger donc l'environnement contre les changements climatiques, le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, en vue évidemment de promouvoir donc la réduction des émissions de ces différents gaz que je préfère donc ne pas énumérer ici. Mais justement, à partir de cet avis, donc autrement, la question est donc désormais devient donc désormais une question judiciaire. C'est-à-dire que à partir du moment où la Cour rend un avis sur cette question, n'oubliez pas, ce n'est pas que la Cour a rendu un avis. Dans son avis, la Cour a donné des précisions, a rappelé effectivement que d'abord il faut notifier qu'il y a eu un lot de questions qui a été adressé par notamment deux grandes questions qui ont été adressées par l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU, autant pour moi, qui ont été adressées à la Cour internationale de justice. Dans sa réponse, la Cour a répondu. D'abord, en estimant que sur la question qu'on lui a posée, sur la recevabilité de la question, elle était justement compétente pour connaître de cette question. Alors, sur sa compétence individuelle, est-ce que la Cour était libre de rejeter ou d'accepter la question? Elle a déclaré que oui, non seulement elle était compétente, mais elle accepte également de connaître de cette question, puisqu'une question peut être légitimement adressée à la Cour, mais parce que la Cour estime que cette question, elle, au regard des circonstances, elle ne voudrait pas répondre, elle peut ne pas répondre. Mais la Cour a accepté de répondre. Et justement, la première à la question de savoir si il peut exister une responsabilité, sinon une obligation des États en ce qui concerne le changement climatique. La Cour a répondu que oui, il existe justement des obligations vis-à-vis des États en matière de changement climatique lorsque ceux-ci, ces États-là, sont censés prendre un certain nombre de mesures ou d'actions
pour protéger l'environnement, mais que ces actions ne sont pas prises. Première chose. Deuxième chose, ils sont censés prendre ces mesures-là. Peut-être ils ne les ont pas prises, mais également à travers leurs actions, ils ont contribué à donc évidemment porter atteinte à l'environnement. Dans ce genre de circonstances, je vais aller très rapidement. Dans ce genre de circonstances, l'avis de la Cour, si l'avis n'a pas une portée contraignante, comme on aurait dit une décision de justice qui directement devient contraignant pour les parties, l'avis de la Cour devient une référence, c'est-à-dire elle devient une source, une référence désormais pour toute juridiction. Et d'ailleurs, pour les organisations, par exemple, qui militent dans le domaine de la défense ou de la promotion des droits de l'environnement, par exemple, désormais cet avis de la Cour devient un levier important pour eux. Et sur la base de cet avis, ils peuvent désormais poursuivre leur État, par exemple, devant des juridictions nationales, voire internationales, si ces États-là également, évidemment, faillissent à leurs obligations en matière donc de protection de l'environnement, donc du climat et tout ce qui va avec l'environnement. Merci à vous. Oui, Martial Akouete. Alors, l'avis de la CIJ peut-il forcer les États à agir dans ce contexte-là? Je vais répondre directement à la question. Oui. Non. Aucun avis de la Cour internationale de justice n'est contraignant pour aucun État. Et je vais répondre de deux points de vue. Du point de vue juridique, ce n'est pas contraignant, et du point de vue géopolitique, ça l'est encore moins. Du point de vue juridique, c'est que il faut comprendre le fonctionnement de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est chargée, a pour mission de régler les différends entre les États, rien qu'entre les États, et d'émettre des avis consultatifs sur des questions qui relèvent de sa compétence vu des traités internationaux qui ont été signés. Mais comme le nom même de l'acte le dit, c'est un avis consultatif. Dans la hiérarchie des normes, dans la hiérarchie des règles de droit, il y a ces règles, ces actes juridiques qui ont force contraignante et d'autres qui n'en ont pas. Quand nous parlons d'une loi, la loi elle est contraignante, mais quand nous parlons d'un avis, dans ce cadre, du point de vue juridique, c'est pas du tout contraignant, c'est juste, on prend votre avis, on écoute, mais ça ne vous oblige à rien du tout. Ça, c'est du point de vue juridique. Du point de vue géopolitique, ça l'est moins encore parce que quand nous nous retrouvons dans un contexte international, il y a deux éléments qui se retrouvent permanemment en confrontation. Il s'agit du droit international et des relations internationales. Et quand ces deux éléments se retrouvent en confrontation, il y a très peu de chances que le droit international l'emporte parce que les relations internationales entre les États est ce qui prime et qui guide les intérêts des États. Et donc, dans ce cadre, si la Cour internationale de justice a un avis par rapport à n'importe quelle question, que ce soit le climat, ça n'oblige en aucun cas un État à agir forcément dans le sens de cet avis. L'État peut choisir de faire quelque chose d'autre, d'agir contrairement même à l'avis, sans pouvoir être poursuivi devant une quelconque juridiction. Merci à vous. Oui, très rapidement, en deux mots, la question thématique. Permettez, je veux juste dire que en répondant que dans son avis, qu'il existe l'obligation au profit des États, désormais, des États peuvent faire l'objet de poursuites, donc désormais devant cette Cour, qui pourra rendre des décisions qui, évidemment, ces décisions peuvent être contraignantes. Donc, l'avis ne peut pas contraindre les États, certes, mais sur la base de cet avis, on peut désormais poursuivre donc les États devant cette juridiction. Ce question va suivre le cours de l'actualité et y revenir dessus, certainement. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de 26 minutes en Afrique. Et dans le monde, nous avons fait le tour d'Abidjan à la Cour internationale de justice. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins. On va dire merci à nos invités. Merci à vous, Martial Akouete. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique de Morgan Training, spécialisé dans la formation des analystes géopolitiques comme vous. Un clin d'œil alors. Rodolphe Atayi, juriste, merci également à vous. Et on va se dire
à dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. D'ici là, portez-vous bien.